Salut à tous, c'est Bismart. Alors une heure diplo, une heure actualité internationale. On l'avait déjà fait il y a quelques semaines avec Laurence Daziano qui revient d'ailleurs nous voir. D'ailleurs, on va commencer par l'une des régions que volontairement d'ailleurs on n'avait pas traité, parce que quand tu commences à parler du Proche-Orient, tu ne sais pas quand tu t'arrêtes. Donc là, on va démarrer sur le Proche-Orient et puis on va voir où ça nous mène. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Laurence Daziano, prof à Sciences Po, et Frédéric Ancel. Bonjour, bonjour Frédéric. Vous venez nous voir d'ailleurs avec un... Alors, c'est un manuel d'ailleurs, Atlas des frontières. C'est les deux, c'est un atlas, c'est un manuel. Ça sert beaucoup de la première à l'agrégation, puisque les frontières sont au programme systématiquement pour les années à venir. Et donc, je le recommande chaudement. Mais agrègue de quoi? Agrègue d'histoire, de géographie mais comme vous le savez, maintenant, la géopolitique, on la commence en première. Première leçon de géographie d'ailleurs, une frontière est une ligne politique. Ah, c'est politique. Voilà. La géographie ne décide de rien du tout. On utilise la géographie pour établir des frontières qui ne sont que des conventions. Laurence? Et qui fait ensuite la géopolitique des États, effectivement, et la politique des États. Exactement. Et les frontières ne sont pas qu'interétatiques. D'ailleurs, avec mon camarade Hugo Billard, nous insistons même sur le fait que les frontières, parmi les plus difficiles, brûlantes, sanglantes même, au fond, sont les frontières sociales, au sein même d'un certain nombre d'États. Pensez par exemple à des faubourgs ou des quartiers extraordinairement difficiles, en Amérique latine par exemple, ce qu'on appelle les favelas. Vous avez des frontières sociales qui sont extrêmement marquées au sol. Bien évidemment, on se trouve dans le cadre d'États constitués, mais en réalité, ces frontières sont plus brûlantes que celles. Et même on se trouve dans le cadre d'États, mais limite, enfin, je me souviens, c'était il y a combien de temps cette image qui nous a tous frappés du gouvernement mexicain qui veut arrêter un très important trafiquant de drogue, qui envoie l'armée, et l'armée est repoussée. Vous vous souvenez de ces images incroyables? L'armée est repoussée, en fait, par les trafiquants. Et elle est repoussée d'où? D'un espace, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et cet espace était représenté, au sens des représentations lacostiennes de mon maître Yves Lacoste, cet espace était nécessairement représenté par ces gangsters, on va les appeler comme ça, comme un espace quasi souverain. Alors évidemment, on est toujours dans l'État mexicain, mais là, le problème n'est plus du tout là. Et alors, pour le coup, juste finir là-dessus sur ce qui va sans doute être l'un des sujets du moment, c'est-à-dire Taïwan. Oui, la frontière. Mais d'ailleurs, je n'en sais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, par exemple, Français, République française, la France, comme dit l'autre, on reconnaît envers Taïwan? C'est-à-dire, on reconnaît l'indépendance et la souveraineté de Taïwan? Non, la souveraineté, non. La souveraineté au sens onusien étatique du terme, non, c'est Pékin. Depuis les années 60-70, tous les États, les uns après les autres, reconnaissant, objectivement... Si vous reconnaissez la Chine populaire, vous êtes obligé de ne pas reconnaître... Ça, c'est certain. Pékin refuse catégoriquement, évidemment, de considérer que cet État puisse être souverain. Et les Taïwanais, qui eux se considèrent, qui sont des Chinois, et qui se considèrent comme étant finalement la Chine, la vraie Chine nationaliste de Chiang Kai-shek à l'époque, bon, eux ont l'intelligence politique de ne pas exiger une reconnaissance de souveraineté. Moyennant quoi, le statu quo se maintient. Mais là, pour le coup, vous pointez le doigt sur quelque chose de fondamental, qui sont les frontières maritimes. Puisqu'évidemment, Taïwan est une île, ça n'étonnera personne. Oui. Et donc là, les frontières maritimes, elles sont évidemment contestées par la Chine, puisque, allez, je vais faire un parallèle un peu osé, pour eux, c'est le rail d'Ouessant entre les deux. À partir du moment où Taïwan n'est pas reconnu comme souverain, la Chine considère que les bateaux étrangers ne peuvent pas passer entre Taïwan et les côtes chinoises. J'irais même plus loin, puisque pour la Chine de Pékin, Taïwan, c'est la Chine, et le fait que Pékin aille à Taïwan, ce qui va quand même finir par arriver, parce que Xi Jinping n'arrête pas de le dire, c'est jamais que unifier un territoire, que c'est une affaire intérieure, et que l'Occident les Américains et l'Occident n'ont absolument rien à dire. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Non, mais vous parlez du rail d'Ouessant, et j'oublie complètement que, avec l'Irlande, on a un sujet qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Là, vous avez des frontières qui se superposent. C'est absolument passionnant comme sujet quand on commence à parler des frontières, Frédéric. Oui. Sachant qu'il y a 193 États reconnus à l'ONU, plus une quinzaine non reconnus, et donc vous multipliez le nombre de frontières interétatiques entre ces États, sachant qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, vous avez des frontières ethniques, religieuses, sociales, qui viennent effectivement s'ajouter ou se superposer à ça. Donc en réalité, vous avez fondamentalement des dizaines de milliers de frontières sur cette planète. Atlas des frontières, donc aux éditions Autrement. Et alors démarrons avec des frontières qui existent, sans exister, etc. Le Proche-Orient. Donc
un an après, un peu plus d'un an après ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, je parle sous votre contrôle évidemment, reprise des relations donc entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, rencontre plus discrète avec la Jordanie et l'Égypte, un Premier ministre israélien qui avance sur un fil, c'est ça, hein, avec une majorité faite de briques et de brocs, mais qui a l'air de s'en sortir. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle donne, Frédéric ? On peut parler d'une nouvelle donne, ou plus exactement, du dernier clou planté dans le cercueil de cette espèce de cette vieille rengaine du conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe, il n'existe plus depuis très longtemps. Je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, dont c'est le noyau, et qui demeure, alors un conflit de basse intensité, mais qui demeure. Mais le conflit israélo-arabe, écoutez, la dernière fois qu'il y a eu une guerre interétatique, donc entre Israël et un État arabe, c'était en 73, il faut être sérieux. C'est la guerre de Kippour, pardon. Donc ça fait très longtemps. Allez, on va dire 82 avec le Liban quand même. Oui, si tant est que le Liban était réellement indépendant à l'époque. Ouais. Donc, mais vous avez raison, vous connaissez bien, au pire, on peut dire 82. Donc en réalité, on a affaire à des États, comme le Maroc par exemple, bien sûr, les Émirats et Bahreïn, bien sûr, qui avaient déjà ouvert en 96 un bureau d'intérêt commercial avec Israël. Le Soudan, c'est nouveau, mais le Soudan est un pays très extrêmement faible. Là, on n'a plus grand-chose en face. Je veux dire par là, inversons le postulat, les États arabes, la Ligue arabe, c'est 22 États. Hein. Au sein de la Ligue arabe, les États qui ne reconnaissent toujours pas Israël, soit sont extrêmement lointains, je pense à l'Algérie, soit sont faillis, effondrés. Je pense à la Somalie, par exemple, ou le Yémen, c'est plus un État. La Libye, c'est plus des États, fondamentalement. Soit la Syrie, mais qui ne sont plus réellement souverains. Parce que M. Assad obéit à M. Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et éventuellement même aux Iraniens. Écoutez, il n'y a plus de conflit israélo-arabe. Donc oui, c'est une nouvelle donne, mais j'ai envie de dire que c'est l'officialisation. Même pas avec l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe. Ah oui, vous avez raison. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs pays musulmans. Oui, absolument. Il y a quand même encore l'Arabie Saoudite, hein, même s'il y a des échanges entre l'Arabie Saoudite et Israël qui sont sous le radar, mais ils existent. Il y a quand même le fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est le leader à la fois du monde arabe, et qui se veut le leader du monde arabe et du monde musulman, il y a quand même cette question palestinienne qui sera à régler avant qu'ils aient une représentation commerciale en Israël. Mais ils finiront par y arriver aussi. Mais il y a encore l'Arabie Saoudite, et ça ne se fera, parce que je pense que ça se fera, que si les États-Unis interviennent. Parce qu'il y a besoin quand même de cette médiation américaine. On l'a vu aussi avec l'accord d'Abraham. Il y a besoin de cette médiation américaine, et ça pose toute la question de quelle sera la diplomatie américaine au Moyen-Orient. C'est un petit peu là-dessus qu'on avait terminé la dernière fois. On en dira un mot, mais ça n'a plus rien à voir avec les plans de destruction de l'État d'Israël des années 70, Laurence. Là, c'est terminé. Non seulement c'est terminé faute de combattants. Enfin, c'est pas... Et qu'est-ce que ça change pour les Palestiniens ? C'est-à-dire, ce que fait Naftali Bennett, là, est-ce qu'à un moment, ça peut... Parce que c'est quand même une situation, alors j'allais dire qui ne peut pas durer. Elle dure depuis... Mais forcément, à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose, et quelque chose de grave, de très grave, autour de ces situations. Oui, à chaque fois qu'il y a une intifada, par exemple, c'est quand même grave pour les personnes sur le terrain. Mais ce n'est pas grave sur le plan diplomatique. C'est triste ce que je vous dis. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec peut-être une pointe d'optimisme en moins. La précédente, elle a touché Israël en son cœur. C'est-à-dire, des villes israéliennes se sont soulevées, des populations arabes de villes israéliennes se sont soulevées. Il y a un stade qui a été franchi. Est-ce que ça fait pas réfléchir Israël ? Est-ce que ça fait pas avancer la solution, juste trouver une solution à ce conflit endémique ? Quelques milliers de personnes se sont soulevées dans 2 villes. Bon, ça c'est une chose. En même temps, vous avez cette coalition de briques et de brocs, dont vous avez bien fait de rappeler qu'elle était ainsi, mais à mon avis c'est pour ça qu'elle va continuer très longtemps. Dans cette coalition, pour la première fois, il y a un parti arabe et un député arabe qui en sont totalement partie prenante. C'est vrai. Bon, alors si vous voulez, quand vous êtes israélien, un peu nationaliste, que vous n'êtes pas très très pressé de régler la question palestinienne parce que c'est plus qu'un contentieux, oui, d'accord, là il y a eu quelques soulèvements. Faites du social et on n'en parlera plus. Faites de l'économie. Faites de l'économique et du social. Mais c'est ce que Netanyahou a fait pendant 10 ans, 12 ans. Et ce qui tient aussi l'accord avec les Émiratis, c'est le besoin qu'ont ces États, que ce soit les Émirats arabes unis, que ce soit Bahreïn et que ce soit le Qatar aussi, c'est que ce sont des petits pays, ce sont des pays qui n'ont pas de marché intérieur, donc pour se développer, ils ont besoin d'investissements étrangers. Ouais. Et qu'est-ce qu'apporte Israël ? Et c'est ça qui intéresse aussi les Émiratis. Israël, il apporte sa culture de la Startup Nation. Là, c'est eux, la Startup Nation. Il apporte tout son savoir-faire en cyber, son savoir-faire dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, et ça, ils en ont besoin. Donc, moi, je pense que c'est par l'économique et par le développement économique qu'on arrivera au bout de ces questions. Et par le renseignement face à l'Iran.
Parce que si vous voulez, on a affaire Ça à reste 4 un États. sujet quand même, ça, à l'Iran. Ah bah voilà, c'est ça. Ça reste. Et tout à l'heure, vous aviez raison, vous disiez, il faut la médiation américaine, c'est vrai. Après, sur les Palestiniens, je pense très sincèrement qu'à peu près tout le monde maintenant, parmi les grandes puissances, se fout complètement des Palestiniens. En revanche, chacun des 4 États arabes signataires des accords d'Abraham a reçu quelque chose d'extrêmement concret des États-Unis. Ça, si vous voulez, et là, par rapport, par exemple, pour le Maroc, l'obtention de la souveraineté, de l'acceptation de la souveraineté, la reconnaissance de la souveraineté américaine sur le Sahara occidental, c'est juste fondamental. Pour les Marocains. Donc, à côté de ça, si vous voulez, pareil pour les Là encore, Émirats. une guerre endémique. Attendez, face les au Émirats Front arabes unis, Polisario. bah oui, mais les Émirats arabes unis qui reçoivent des chasseurs F-35 Et les drones. américains. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un petit pays comme ça? Il y en avait que 2, il y avait Israël et maintenant il y a eux, avec d'ailleurs l'accord des Israéliens. Écoutez, par rapport à ça, Ramallah, oui, bon, on repassera. Ouais, je comprends. Donc oui, Ouais, vous avez tout à fait raison. Et à côté de ça, ou en plus de cela, il y a bien évidemment le hard power qu'il ne faut jamais négliger. La reconnaissance sur tel territoire dans la souveraineté contestée. Et puis alors là, pour les Émirats, c'est carrément des chasseurs bombardés d'un écrit, quoi. Reparlons économie, là, parce que tu as eu une phrase, c'est ce que Netanyahou fait depuis 10 ans, le développement économique des territoires palestiniens. Non. Y compris. Oh, y compris en les soudant à Mais pas l'économie israélienne. massivement, quoi. Enfin, pour le coup, c'est un truc, et on est sur Bismart, chaîne économique, c'est un truc que je ne comprends pas depuis 15 ans, 20 ans que cette histoire nous passionne collectivement. C'est qu'il n'y a pas... Enfin, bon Dieu, c'est tout petit, quoi. Ah oui. C'est tout petit à développer, c'est rien. Qu'il n'y ait pas le plan massif d'investissement pour développer ces territoires qui, Oui, j'en mais suis persuadé comme vous, régleraient une grande partie de la question. personne n'a intérêt, enfin personne n'a trouvé encore l'intérêt à le développer. Quand on voit dans les accords d'Abraham, les flux économiques depuis à peu près un an, depuis que les accords ont été signés, c'est encore modeste. Les Israéliens ont investi à peu près 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est 80 millions dans l'autre sens. Les États-Unis avaient cautionné la création d'un fonds qui d'ailleurs a été stoppé par l'administration Biden pour que les pays membres de l'accord investissent ailleurs que dans leur propre pays. Mais personne n'a été intéressé d'investir, que ce soit les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, et personne n'a été intéressé d'investir non plus à Gaza. Donc, C'était le plan de Kushner, c'était le plan de Monsieur Gendre, c'était le plan le plan Trump, C'était le plan Trump. qui était effectivement, qui parlait d'investissement massif sur la Le deal région. du siècle. Oui, c'est vrai, mais en accordant sans doute trop d'importance à l'économie par rapport aux politiques, parce qu'à la fin des fins, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il vous dit vous êtes bien gentil avec tous vos dollars, mais nous ce qu'on veut c'est des frontières, c'est la souveraineté politique. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais ça Ouais, c'est c'est le premier point. Le deuxième point, Gaza, zone franche, comme Shimon Peres, prix Nobel de la paix, feu Shimon je me Peres, souviens. on avait parlé dans les années 80. Vous croyez que ça fera plaisir à l'Égypte voisine, ça? Mais pourquoi pas? Ah mais parce que le port d'El Arish, il va être concurrencé. Et l'Égypte va être durement concurrencée dans ses ports par une zone franche à Gaza. Et vous croyez que la Jordanie, qui est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde, vous croyez que la Jordanie, avec son petit port à Aqaba, ne va pas être concurrencée par Gaza? Vous plaisantez? Ah non, moi je pense que dans la région, on a beau être empathique, je parle du côté arabe, vis-à-vis des Palestiniens, on l'est jusqu'à une certaine limite. Et la limite, je vais vous dire, elle est de plus en plus étroite, de plus en plus restreinte. pour des pays qui en plus sont en grande difficulté économique, parce que la Jordanie avait été déjà affaiblie par les réfugiés syriens avant la pandémie, donc la pandémie n'a rien arrangé, et l'Égypte, elle, est une économie qui aujourd'hui est totalement subventionnée par l'Arabie Saoudite. Donc ce sont en plus des pays qui sont en difficulté économique, donc ils ne peuvent pas se permettre en plus d'avoir... Mais vous avez quand même, si jamais à un moment la paix s'installe, l'un des potentiels touristiques les plus incroyables du monde. Enfin, cette zone de la mer Rouge est exceptionnelle. Tous ceux qui un jour ont pu mettre des bouteilles et descendre au fond le savent. Manifestement, monsieur a plongé. Monsieur mais a non, mais plongé à dans tout l'espoir point et de vue, l'optimisme. à tout point. Oui, mais alors là, ça va concurrencer les projets saoudiens qui sont au nord de la mer Rouge. Donc, Non, mais je comprends que l'économie, c'est passionnant. Mais l'économie, c'est du plus et c'est du moins. C'est toujours pareil, mais c'est comme le politique, tout dépend par quel bout vous la prenez. Non, c'est pas du plus et du moins. Pour moi, c'est non. C'est une mayonnaise qui monte quand on l'agite. Alors, à condition que ça serve l'ensemble des gens qui se trouvent dans la région. Mais à partir du moment où, comme vous l'avez dit, à partir du moment où il y a une concurrence extrêmement rude, les voisins, franchement, ils préfèrent d'abord récolter ce qu'ils peuvent récolter sur leur propre territoire exclusif en termes de tourisme. Un mot du Liban. Enfin, là encore, c'est des souvenirs de jeunes journalistes, mais quand j'ai vu, j'avais complètement oublié, Samir Jaja, donc pardon, si vous avez mon âge, vous êtes intéressé à l'actualité internationale, ça vous dira quelque chose. Samir Jaja, Nabi Berri, c'est-à-dire c'était les chefs de guerre des années 80. Les gars sont toujours là, mais c'est ahurissant, toujours au même endroit, toujours au même poste, toujours à faire la même chose.
Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, je voulais juste dire ça, moi. Tu viens de dire le problème, l'obstacle, pas majeur, fondamental au Liban. C'est-à-dire la constitutionnalisation du confessionnalisme. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que le chef, fils de chef, petit-fils de chef, dans la quasi-totalité des cas, va remplacer l'État. Et l'État-nation, lui, est un État mollusque, un État extraordinairement faible, disposant de prérogatives fondamentalement très faibles. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à virer littéralement, ou à la jeunesse, c'est pas aux Français de le faire, c'est à la jeunesse libanaise, à partir du moment où on n'arrive pas à virer ces chefs, fils de chefs, petits-fils de chefs, dont les fils seront à leur tour chefs, qui en croquent, il n'y a pas d'autre terme, notamment sur le plan social et économique, le Liban ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, la manière de résister de la jeunesse, et c'est assez triste de le dire, c'est de partir. Puisqu'elle est très très éduquée, elle a un niveau socio-éducatif très élevé, elle s'en va en Occident. Bien sûr. Rien à ajouter, le pays où coulait le lait et le miel. La Suisse du Moyen-Orient. La Suisse du Moyen-Orient. Non mais tu as dit la constitutionnalisation du confessionnalisme. Du confessionnalisme. Ah oui, parce que on doit tous y réfléchir. 18 confessions. On peut y réfléchir parce que jeté par-dessus bord l'État-nation, s'est allé au communautarisme, au tribalisme, au clanisme. Voilà. Et je pense que c'est une voie qu'il ne faut pas suivre. Tu voulais dire un mot de Maroc, Algérie oui, triangle. Oui, c'est vrai que c'est un triangle, oui. France, Maroc, Algérie, oui, un triangle diplomatique extrêmement brûlant. Non, simplement ajouter à ce qui a été dit ces derniers jours autour du énième scandale, suscité d'ailleurs surtout par la diplomatie algérienne qui n'a pas apprécié les mots du président de la République évoquant une rente mémorielle, fondamentalement dans la région, et je le dis très très objectivement, on a un allié et un ami difficile. L'ami difficile, ou un État qu'on essaye de faire ami, c'est l'Algérie, mais l'allié c'est le Maroc. Et quand vous regardez les investissements, le renseignement, encore une fois, les accords stratégiques et militaires, les alliances croisées, on retrouve systématiquement le Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui est ça relève d'une constante. Et donc ça veut dire, tu dis quoi? La France doit faire un choix? De toute façon, le choix, il est fait. Notre choix, il est fait et c'est le Maroc. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se perçoit très concrètement, très objectivement. Quelles implications ça mais ça rend fou furieux les Algériens. Parce qu'au-delà de la rente mémorielle, ils considèrent qu'eux aussi, ils doivent avoir un rôle à jouer. Alors c'est vrai d'ailleurs dans la... Mais ils sont en conflit les deux, Algérie et Maroc? Ils sont au bord de la guerre. Les frontières sont à nouveau fermées. On est à la limite de la guerre. Mais sur quel motif? Ça m'a échappé, ça. Alors il y a plusieurs... Pardon, je te sais pas. Non, le motif principal, c'est le sort du Sahara occidental. D'accord. Bon, donc le Maroc revendique depuis le départ des Espagnols en 1975 et que l'Algérie a toujours dénoncé. Alors sur le Maroc, et l'Algérie soutient donc le Front Polisario existe encore alors, c'est-à-dire c'est comme... Alors il existe encore, il a pour l'essentiel perdu sur le terrain, il est retranché derrière cette fameuse triple ligne de mur. Alors sur les revendications du Maroc, on peut toujours en discuter, d'ailleurs au sein de l'Union africaine on en discute, à l'ONU on en discute, mais ce qui est sûr c'est que la prétention territoriale algérienne ne s'appuie sur rien. Enfin, sur la bi-océanité peut-être. Mais moi si j'étais algérien, j'aimerais bien avoir une ouverture maritime à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Donc on peut le comprendre, c'est géopolitique. Et on revient à la géopolitique et à la géographie. Mais sur le plan strictement identitaire et historique, l'Algérie n'a aucune prétention sur le Sahara, alors que le Maroc peut prétendre. Mais alors là, on se retrouve... Laurence, je vous en prie. On se retrouve dans une situation qu'on décrivait aussi quand on parlait de la Chine, c'est-à-dire deux pays qui ont de graves problèmes intérieurs et qui pourraient commettre l'erreur fatale qu'on a vue souvent pendant l'histoire, c'est-à-dire essayer d'en sortir par une offensive patriotique, j'en sais rien, enfin voilà, quelque chose de militaire, parce que si tu dis au bord de la guerre, c'est... Oui. Bon, je pense que l'un et l'autre jouent quand même la carte de la dissuasion, c'est-à-dire que ce que coûterait une intervention militaire, et ils le savent très bien, coûterait davantage, donc serait beaucoup plus lourd que de ne pas faire la guerre, si vous avez compris ma phrase un peu alambiquée. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, on dispose quand même de part et d'autre de la frontière fermée des flottes de chasseurs bombardiers tout à fait sérieuses. Donc on risque de se faire très mal. À la fin des fins, pourquoi? Parce que le paradoxe, c'est qu'il n'y a même pas de conflit réellement frontalier entre les deux pays. Sahara occidental, c'est autre chose. Le Maroc, bien sûr, le revendique comme appartenant à son territoire. Mais enfin, entre l'Algérie originelle, disons, d'avant 75, et le Maroc d'avant 75, il n'y a pas réellement de conflit territorial. Donc on a vraiment cette espèce d'approche française, européenne, africaine aussi, puisque chacune des deux puissances se veut aussi une puissance sahélienne. Et là aussi, donc, on est dans une rivalité extrêmement forte. Mais enfin, faire la guerre pour ça, ça coûterait très, très, très cher. Alors, allons en Europe.
Tiens, avant la pause, Laurence, la dernière fois, on en avait parlé, on avait fini là-dessus. L'Italie. Sur le miracle italien. Ouais, Sur l'Italie. l'Italie. L'Italie, 6% de croissance prévue par l'OCDE cette année. Ouais, nous aussi, même pas mal. Donc, 6,25 nous-mêmes. donc 6% de croissance qui sont prévus. Grand bénéficiaire du plan d'investissement européen, parce que sur les 750 milliards, il y en a 220 qui sont juste pour C'est l'Italie, qui sont investis essentiellement, ou qui vont être investis essentiellement dans les infrastructures, donc l'école, la santé, les énergies renouvelables, la fibre. Donc un choc, ce qui se veut un choc de compétitivité pour l'Italie, avec une rénovation à la fois du droit de la concurrence, de la justice, parce que tout ça c'est de l'administration, parce que c'est clérosé, sous la houlette d'un Mario Draghi qui conserve sa bonne étoile, sa bonne presse. On l'a dit jusqu'à quand, parce que on voit arriver février 2022 et les élections présidentielles avec un peu d'appréhension. Mais il est quoi? Il est populaire en Italie ou pas, Mario Draghi? Il est populaire au sens où il s'est mis au-dessus des partis. Et même si la situation quasi idyllique que j'étais en train de présenter a quand même quelques faiblesses. Les faiblesses, c'est les jeux politiques italiens, parce qu'il y a quand même toujours des gens que ça gêne quand il y a un leader qui émerge. Et puis, on en parlera peut-être aussi, les prix des matières premières, de l'énergie qui montent et qui donc peuvent affaiblir la croissance italienne. Mais Mario Draghi s'est mis au-dessus de la mêlée et a dit, maintenant, on arrête tout, on est post-Covid, parce qu'il faut quand même aussi se souvenir que l'Italie a été le premier pays touché par la crise Covid en janvier-février en Europe, et que l'Europe a bien rigolé en disant ces Italiens, comme toujours, ils savent pas gérer, ils n'ont pas le système de santé, ils savent pas gérer la petite grippette. Tout à fait. Donc on les a quand même bien laissés tomber sur ce sujet-là, comme on les a toujours laissés tomber sur les questions migratoires. Donc on s'est un peu moqué des Italiens. D'où d'ailleurs sans doute les 220 milliards qui sont quelque part le prix de notre rédemption, quoi. Voilà. Peut-être aussi. Ouais. Et du coup, Mario Draghi, qui est arrivé en Italie, qui est arrivé à la présidence du Conseil, avec son aura de président de la Banque Centrale Européenne, donc quelqu'un qui fait les choses, parce qu'il avait quand même sauvé l'euro aussi pendant la crise 2008-2009, et qui, pour l'instant, arrive à maintenir le couvercle politique qui pourrait, les jeux des partis en Italie, qui pourrait tenter de vouloir le déstabiliser, qui arrive à maintenir ça pour faire ces réformes. Il a mis en place aussi une structure permanente pour gérer les fonds européens. J'ai vu ça. Attends, il faut le décrire, c'est un truc de dingue quand même. Donc, examen tous les 6 mois par la Commission européenne. Alors en plus, il y a des rapports d'étape à envoyer très régulièrement, c'est-à-dire un suivi d'un projet. Mais c'est déjà fléché. Voilà. Oui. Telle semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça. Donc examen tous les 6 mois par la Commission européenne, 10 échéances jusque 2026. Ce ne sera plus Mario Draghi en 2026, en tout cas pas à la présidence du Conseil. Non, mais enfin, quand tu vois que nous, on ne sait pas ce qu'on a fait des 57 milliards du premier plan de Macron en 2017, tu dis, là, il y a on les a vraiment dépensés, mais ça, c'est un autre sujet. Non, on n'en sait rien, je n'avais pas lu ça, c'est surréaliste. C'est vraiment sous étroit contrôle. Mais attends, sous étroit contrôle de la Commission européenne de Bruxelles. Mais donc aussi, est-ce que le souverainisme atavique italien là va pas se réveiller en disant qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires qui me disent qu'il faut que je fasse la route là? Non, parce qu'il y a aussi la conscience en Italie que c'est un moment où ils ont la possibilité d'enrayer la spirale qui descendait. Et que c'est le moment où il y a un moyen de remettre l'économie sur le chemin avec cette manne quand même qui arrive. On joue notre destin, notre crédibilité, notre réputation. Exactement. Et les Italiens en sont persuadés. Enfin, en tout cas, les agents économiques. En tout cas, les agents économiques suivent. Et il y a une réelle demande, c'est-à-dire que ça repart vraiment, notamment en Italie du Nord. Mais parmi les projets que développe Mario Draghi, notamment sur les lignes ferroviaires à grande vitesse, c'est vraiment de réduire le fossé qu'il y a avec le Sud, puisque c'est vraiment de relier le Nord et le Sud. Donc la volonté aussi d'investir dans le Sud et pas seulement dans le Nord. Je lisais juste comme ça, mais les taux horaires de rémunération pour production industrielle. Donc, Allemagne, France, on est à peu près à quelque chose près, 35 € de l'heure, voilà. Hein. Les Italiens sont à 28. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont ultra compétitifs si jamais, effectivement, leur industrie se modernise.
et se Frédéric, digitalisent. un mot là-dessus, autour de l'Italie. C'est l'une des puissances oubliées de Ouais, l'Europe. absolument. On n'en parle pratiquement jamais. On parle que de la rivalité entre la France et le Royaume-Uni encore récemment. L'Allemagne, que va faire le couple franco-allemand. Mais en réalité, l'Italie, alors je parle sous ton contrôle, c'est quand même elle a un poids économique tout à fait important. Même Industriel. D'ailleurs en Méditerranée. Et le nord de l'Italie est extrêmement industrialisé. Et on a toujours... Alors, peut-être moins les Français que les fameux frugaux du nord de l'Europe, mais on a effectivement souvent tendance à s'en moquer. Et tout à l'heure, tu as évoqué les questions migratoires. Ça a été un véritable scandale. Là, pour le coup, l'accord du Dublin a été un véritable scandale. On a laissé les Italiens tout seuls. Et je pense que de ce point de vue-là, il doit y avoir... Alors, sauf que l'Italie ne peut pas s'en sortir seule. Elle ne peut pas nous dire, mais puisque c'est comme ça, moi, vous allez voir, je vais me mettre avec... je sais pas, avec... bon. Mais l'Italie, je pense... Alors, puis en plus, il n'y aurait aucune légitimité à le faire, parce que les membres fondateurs du traité de Rome s'appellent le traité de Rome, quand même. Voilà. C'est une certitude. Ouais. Mais ces dernières années, il y a eu une tentative des Italiens de nous démontrer à nous autres Européens qu'il fallait qu'on s'y intéresse davantage, parce que sinon, après tout, les Chinois pouvaient proposer des choses intéressantes. Il n'y a pas que les Italiens, hein. Le port du Pirée en Grèce, le Portugal avec la plus grande usine productrice d'électricité, mais maintenant... C'est du Portugal qui a été racheté, les grids qui ont été... les grids, c'est-à-dire les réseaux électriques, le réseau grec a été racheté par... Ouais, mais ça... Alors, l'Italien risque de suivre ce chemin-là. Pardon les amis, mais ce truc-là, je n'ai pas prévu qu'on en parle, mais juste question courte, et puis alors, question géographe, que le port du Pirée soit à capitaux chinois, ils ne vont pas partir avec. Enfin, j'ai jamais compris où était le problème. Jamais compris où était le problème. Si ce sont les Chinois qui investissent et qui développent dans le port du Pirée, je comprends bien pourquoi eux le font, parce que c'est une bonne rentabilité, ils achètent de l'euro, ils mettent de la stabilité dans leurs investissements. Je ne vois pas pourquoi nous, ce serait un problème pour nous. Non, ce serait un problème s'il y avait un coup de tabac, c'est-à-dire si l'adversité systémique qui existait entre l'Europe et la Chine d'une part, ou entre les États-Unis et la Chine d'autre part, pour le coup c'est dit par les présidents américains comme ça, virait au vinaigre. Hein. C'est-à-dire s'il y avait, je vous donne un exemple simple, si demain la Chine intervient militairement à Taïwan, ou établit un blocus naval autour du Japon, que sais-je encore, il va bien falloir qu'on réagisse. Et là, on sera bloqué sur nos propres arrières dans un certain nombre de domaines potentiellement stratégiques. Ça va empêcher de décharger ce qu'il faut décharger dans le port du Pirée, ça, c'est Frédéric. c'est toi qui le dis. Ah, d'accord. Eh bien oui, parce que le problème, c'est que les entreprises chinoises indépendantes, ça n'existe pas. Une entreprise chinoise, elle est forcément liée au pouvoir. Et puis alors, plus que jamais, hein, plus que jamais. Donc ça veut dire en plus donc bloquer le port du Pirée, c'est bloquer l'économie, parce que c'est quand même le poumon économique grec. Donc ça bloque l'économie grecque. Et l'électricité au Portugal, 80% de l'électricité du Portugal, qui est un pays de l'OTAN. Hein. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, on un décret, tu nationalises tout ça et puis t'en parles plus. C'est pareil, les réseaux, ils vont pas partir. Alors, oui, mais nous sommes des démocraties. Donc, d'un trait de plume, on ne nationalise pas tout ça. Pour reprendre ton expression, fin de citation de Stéphane Soumier. Parce qu'on joue. Tu veux dire qu'on respecte avec un bras dans le dos. Oui, on respecte vaguement l'état de droit, les règles des contrats. dont se passe très allègrement un pays qui est de plus en plus dictatorial. Je comprends. Bah justement, on va en parler. La Russie, dans un instant. On repart les amis. Poutine et le gaz, Laurence, c'est une de vos passions aussi. Vous vous souvenez que la dernière fois, mais la dernière fois qu'on avait discuté, alors c'était l'avant-dernière fois, Laurence, vous m'aviez dit que Poutine était malade. Oui. Moi, je l'ai vu nulle part quand même, cette histoire. Non, vous le verrez nulle part, non. Et il n'a pas l'air... C'était il y a 1 an et demi. Ouais. Il n'a pas l'air... Je l'ai vu récemment, il n'a pas l'air... Mais on le voit très peu, et puis quand on le voit très peu, on le voit de manière courte. Donc ça peut... Problème neurologique, hein, vous m'aviez dit, quelque chose autour de Alzheimer, enfin voilà. Mais à part ça, le système est quand même très verrouillé en Russie, donc on ne le verra pas. Ça c'est très peu su aussi, mais il y a eu des cas de Covid au Kremlin, et Poutine a dû s'isoler, bien qu'il soit vacciné, et que tous ceux qui doivent l'approcher passent par des quarantaines, des vaccinations. J'aimerais bien savoir s'il est vacciné au Sputnik d'ailleurs, ou si ils sont vaccinés quand même avec un coup de Moderna comme tout le monde. Officiellement, c'est le Sputnik. Non, mais au-delà de la santé de Vladimir Poutine, la question du gaz, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine, entre ces 4 murs du Kremlin, rigole doucement, il a bien raison.
parce que depuis plusieurs années, l'Occident lui dit, en tout cas les Européens lui disent, non mais nous on va réorganiser notre marché énergétique, on libéralise, donc on repose sur les prix du marché, alors que les Russes nous disent, non mais c'est peut-être mieux d'avoir des contrats long terme, sauf qu'on ne veut pas se lier à des contrats long terme avec la Russie, parce que c'est pas bien, alors qu'économiquement, un des intérêts de l'Union européenne et de ce pays qu'est la Russie, ce serait quand même de renforcer leurs liens économiques. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, on n'a pas voulu faire de contrat long terme avec la Russie. Néanmoins, on est très dépendant de la Russie, puisque Gazprom, c'est à peu près 40% de l'approvisionnement européen en gaz, et ce sont surtout les Allemands qui sont dépendants du gaz russe, d'autant plus depuis qu'ils ont fermé leur centrale nucléaire, merci Madame Merkel au passage, et que les Russes, aujourd'hui, Gazprom, il a les contrats, il les respecte visiblement. Et puis, il y a quand même Nord Stream 2 qui doit bientôt entrer en vigueur, mais les Russes attendent encore quelques autorisations allemandes. Un nouvel oléoduc sous la Baltique qui passe directement de la Russie à l'Allemagne, sans traverser les États de l'Europe centrale et notamment l'Ukraine. Et notamment l'Ukraine. Donc on a déjà Nord Stream 1 qui a une dizaine d'années, qui est doublé par Nord Stream 2 parce que les Allemands ont besoin de beaucoup d'électricité, qu'ils ont fermé donc leur nucléaire, que l'éolien qui est en mer du Nord suffit pas, notamment parce qu'il est très loin. Est-ce que Poutine va en jouer de ça? Parce que dans ses dernières déclarations, il était presque économique en disant ce que tu décrivais très bien, c'est dire vous vouliez pas de contrat de long terme, vous voulez le marché, vous avez le marché. Vous avez le marché, et puis moi j'attends mes dernières décisions des autorités allemandes pour mettre en service Nord Stream 2 que je suis en train de remplir doucement pour le faire monter en puissance. Donc j'attends, mais si vous avez besoin de gaz, il n'y a pas de souci, on va ouvrir Nord Stream 2. Mais il est tout à fait, là pour le coup, je pense qu'il est économique. Il est économique, il est presque juridique. Il est droit dans ses bottes. Et pour une fois, qu'est-ce qu'on va aller lui dire? Madame von der Leyen va lui dire quoi? Qu'il bloque? Non, il a respecté ses contrats. Il faut qu'il fasse plus. Il va lui dire que quand il faut soigner ses clients quand il y a beaucoup de demandes, parce que quand il y en a un peu moins, ils se souviennent parfois de relations compliquées. Oui, mais quand il y en a un peu moins, souvenez-vous aussi qu'il y a les pipelines qui sont en train de construire vers la Chine, parce que la Chine a aussi beaucoup besoin d'énergie et de gaz. Donc la demande, elle est là. Et que le budget russe, c'est très simple, le budget russe est constitué chaque année à partir d'un baril de pétrole qui vaut $40. Donc à partir du moment où le gaz et le pétrole sont à plus de $40, c'est du bénéfice pour l'économie russe, dont je rappelle qu'elle est très peu endettée. En fait, oui, elle est très peu endettée, mais elle n'a rien d'autre. Non, mais elle n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils en profitent vite, parce que dans 10 ans, on n'en parle plus, quoi. Oui, mais ils sont aussi... Alors, c'est vrai, mais ils sont aussi en train de commencer à faire leur évolution. C'est tout petit, mais c'est vrai que... Non, mais... Oui, mais en tout cas, dans 10 ans, pour l'instant, le prix du gaz, c'est aujourd'hui. Je comprends. Frédéric? Oui, avec une économie qui est quand même pour l'instant extraordinairement rentière. C'est en fait les Russes vendent aujourd'hui ce que l'URSS vendait pratiquement il y a 100 ans. On parlait de l'Algérie, là, il n'y a pas d'industrialisation, voilà. Ça c'est sûr. Et surtout très peu de high-tech. Alors sur le cyber, ils s'en sortent bien, mais ils s'en sortent bien encore une fois, le hard power, ils s'en sortent bien pour gêner considérablement la tenue d'élections démocratiques, par exemple, au hasard, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peut-être en France. Je pense qu'ils seraient bientôt capables, ou ils sont peut-être déjà capables, de nous mettre la misère, pardonnez-moi l'expression, en Occident et dans un certain nombre de pays. Vous voyez, non mais sur les systèmes informatiques gérant des hôpitaux, des EHPAD, la purification d'eau, etc. Ils le font déjà, parce que la cybercriminalité d'origine russe, elle est quand même, quand même reconnue. Donc, mais ça rapporte pas grand-chose. En fait, c'est une capacité de nuisance qui est intéressante dans la négociation générale. Mais ça rapporte pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dit que le PIB russe équivaut, je crois, à celui de l'Italie, juste derrière. Donc c'est quand même une petite puissance. Et le problème, c'est que, sauf le pétrole, le gaz naturel et un certain nombre d'armements lourds, la Russie ne vend pas grand-chose. Un petit peu de blé maintenant. Alors maintenant, à nouveau un petit peu de blé, comme lorsqu'on l'apprenait dans les années 80. Des réacteurs nucléaires. Les chiffres des réacteurs nucléaires sont très impressionnants. Rosatom mais voilà, c'est ça. Ils ne font pas la transition, même que font les États pétroliers du Moyen-Orient, en fait. Je pense qu'effectivement, il commence. Et Poutine est quelqu'un à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est un type intelligent. Et il sait que si ça continue comme ça,
ça, et que on est sur une stagnation des prix du pétrole quand même relativement bas. C'est vrai que 70 c'est mieux que 40, mais quand même ça reste faible, sachant que par ailleurs en Amérique du Nord, avec les schistes, de toute façon, on peut du pétrole, enfin on en trouve, ou l'équivalent pétrole. On va voir, on en reparlera après des États-Unis. Je pense qu'il n'est pas idiot, et il sait que de toute façon, puisqu'il a les ingénieurs pour ça, qu'il va falloir de toute façon faire une révolution, hein, comme tu l'as très très bien dit tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est déjà entamée. Oui, mais alors ça, c'est la question, en fait. C'est la question, finalement, Laurence. Est-ce que c'est, en gros, un peu comme on l'a vu dans les potentats africains, le gars qui dit les matières premières, tant qu'elles sont là, on le fait, et puis après moi, le déluge? Ou est-ce que, comme Frédéric, tu penses qu'il peut avoir à un moment une vision pour la Russie, alors que ça fait combien de temps qu'il est là, quand même, Poutine? Ça fait 20 ans, parce qu'il est arrivé en 2000. Il n'en a pas eu une, hein? Il a eu, alors on ne va pas refaire le cycle, mais il avait quand même, il a quand même surfé entre 2000 et 2010 à peu près, enfin jusqu'à la crise financière, sur des échanges avec l'Occident. Au début, il était quand même très ouvert sur l'Occident. Et c'est peut-être plus nous qui avons grillé les cartouches du rapprochement avec la Russie, parce que le Poutine du départ était quand même beaucoup plus ouvert qu'il ne l'a été après. Parce qu'on a exigé à un moment qu'il se mette la face contre terre, quoi. Voilà, qu'il expie les péchés de l'Union soviétique. Oui, et puis on n'a pas tout à fait non plus respecté de notre côté le deal de la fin de la guerre froide, qui était que c'était le démantèlement de l'URSS, et le deal aurait été que l'OTAN et l'Union européenne n'aillent pas dans les anciens pays qui étaient sous influence soviétique. Alors les États baltes, à la limite, ils l'ont passé, mais ils ont eu du mal. Et après, quand il a été question d'intégrer l'Ukraine, parce qu'il en est toujours question de temps en temps d'intégrer l'Ukraine ou bien dans l'Union européenne ou voire dans l'OTAN, là c'est le chiffon rouge pour les Russes. Il ne faut quand même pas oublier, on parle de l'Ukraine, on en avait d'ailleurs parlé la dernière fois. L'Ukraine, c'est quand même un pouvoir politique qui est très corrompu aujourd'hui, et n'oublions pas que pour les Russes, Kiev, c'est le centre de l'orthodoxie. On parlait des nombreuses frontières, il y a aussi les frontières religieuses. Donc dire aux Russes que l'Ukraine n'est plus dans leur sphère d'influence ou n'est plus dans le même monde qu'eux, c'est pas possible. On les a traités par le mépris, en résumé. On les a très mal traités. Au moment où ils étaient vraiment affaiblis. Voilà. Alors, je le Frédéric, pense. vas-y. Non, je le pense. J'ajoute que, pour revenir à ma petite marotte géographique, quand on regarde une carte de l'Ukraine et de la Russie, une Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base américaine à 900 km de Moscou. C'est juste inimaginable. Mais même pour des Russes anti-poutiniens, non nationalistes, pacifistes, c'est inimaginable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en intégrant au sein de l'Union européenne des pays comme la Pologne, les 3 pays baltes, bien évidemment, quelques autres des États, notamment comme la République tchèque, mais surtout la Pologne, il était absolument évident que de toute façon, on n'allait pas vers un rapprochement avec la Russie. Et vous apprécierez mon doux euphémisme. C'est-à-dire qu'on a été obligé d'assumer, je ne sais pas si on l'a fait réellement, mais là, on prenait en tout cas le risque d'aller à une confrontation politique et diplomatique, parce que entre la Pologne et la Russie, mais c'est le chiffon rouge constant, permanent, depuis non pas des dizaines d'années, en réalité depuis des siècles. Et que l'instrumentalisation de part et d'autre, mais c'est vrai notamment du côté polonais, il faut bien le reconnaître, des divergences entre les deux, maintient l'Union européenne, dans laquelle vous savez que les grandes décisions se prennent à l'unanimité, et non pas à la majorité simple ou même qualifiée, allait de toute façon créer une distanciation avec Poutine. Effectivement, à partir de 2009, 2010, 2011, il bascule. En tout cas, il va chercher la Chine. Et qui, elle, monte en puissance. D'ailleurs, il va la chercher aussi parce qu'elle monte en puissance de manière très, très positive elle-même. Mais l'Europe, effectivement, je pense, a raté quelque chose. J'ajoute, au-delà de l'Europe, l'OTAN. La redéfinition de l'OTAN qu'appelle de ses voeux, à mon avis, avec raison, Emmanuel Macron depuis déjà quelques années et Jean-Yves Le Drian, il faut que ça se fasse. L'OTAN, ça a servi pendant quelques décennies contre l'URSS et le bloc communiste. Il ne vous aura pas échappé que le bloc communiste n'existe plus. Bien, l'URSS, pas davantage. À quoi sert encore aujourd'hui l'OTAN ? Je veux bien que ça serve à quelque chose, je pense que ça sert à quelque chose, une alliance. Mais contre qui ? Si c'est toujours perçu bombarder la Syrie, ça a servi à bombarder la Syrie. Souvenons-nous quand même que la seule fois où le fameux article 5 du traité de l'OTAN a été activé et qui dit que... C'est lequel ? Je ne le connais pas. L'article 5, ça veut dire que quand un État est attaqué, c'est tous les États de l'Alliance qui sont attaqués. La seule fois où cet article a été appliqué,
c'était après le 11 septembre. Il a été brandi par les Américains le 11 septembre. Voilà. Ah oui. Et c'est la seule fois. Ça s'appelle l'article mousquetaire. Un pour tous pour un. Magnifique. Si un des États est, voilà. Voilà. C'est ça. Après, on va aussi chasser le pirate en mer Rouge. On fait plein de choses avec l'OTAN. Bon, Mais pourquoi pas mais parlons-en. Tu voudrais que, ça prendrait quelle forme? Parce que défense européenne, non. Il n'y a pas le début du commencement d'une embryon de défense européenne. Bah, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être commencer un jour. Hein. Oh, ouais, mais alors là, Ah oui, c'est difficile. Hein. Bah, non, là, moi, je un prends autre quelque bouquin chose. que tu dois écrire. Là, Absolument, voilà. ça sera fait bientôt. C'est vrai oui, chez Odile Jacob, bientôt. Voilà, non, mais je le dis déjà. Non, mais moi, je prône quelque chose qui fait beaucoup sourire depuis l'affaire des sous-marins australiens. Ouais. Bah, donc, je le dis avec encore plus de force et de vigueur. Je pense qu'à terme, indépendamment de l'Europe au sens économique du terme, je rappelle que le traité de Rome, il est à vocation économique et non pas stratégique au sens hardcore du terme. Je pense qu'il faut que nous nous allions, nous autres Français, davantage avec les Britanniques. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, en Europe, sur le continent géographique européen, même s'ils ont quitté encore une fois l'Union européenne, ce sont les seuls, avec les Français, à se penser, à se représenter comme une puissance globale. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et si vous voulez faire une compote de pommes, vous mettez que des pommes. Compote de poires, vous mettez des poires. Entre la France et l'Allemagne, il y a énormément de points communs et de convergence, et tant mieux, et c'est une merveille. Sur le plan économique, sur le plan éducatif avec Erasmus, merveilleux. Sur le plan militaire, la réponse est non. Les Allemands ne nous soutiennent pas au Mali. Les Allemands n'iront pas faire la guerre. Et ils ne joueront pas, et d'ailleurs ils ne le jouent déjà pas, le jeu de l'OTAN, consistant, je vous le rappelle, mais vous le savez très bien, en vertu de la volonté de chacun des présidents américains, et pas seulement Trump il y a quelques années, que chacun des États de l'OTAN mette au pot de la défense à concurrence de 2% de son PIB. Les Allemands mettent 1,1 ou 1,2. C'est les plus mauvais de la classe. Bon, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas aller au hard power. Donc on est bien obligé, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, Ouais, enfin, avec Frédéric, pardon, nous on en met plus parce qu'on a une industrie de défense. Bon, on le veut bien. Ah ben pardon, l'industrie de défense allemande. On a une industrie de défense. L'Allemagne, 6e exportateur d'armement lourd au monde. Ouais, non, il y a une industrie de défense en Allemagne. Il ne faut pas pousser dans les champs. Hein. Non. C'est-à-dire que, et attendez, et regarde ce qui vient de ce que les Allemands viennent de vendre aux Grecs, aux Turcs, et pour cause des sous-marins. Ah non, attention, ils avaient vendu à Israël des sous-marins lanceurs d'engins. Ah non. Et c'est vrai que sur les Australiens, on était en concurrence avec les Allemands. Et en plus de ça, entre parenthèses, on était en concurrence avec eux. Donc je pense que, et c'est ce qui est en train de se faire, le processus de Saint-Malo, Chirac-Blair 98, depuis Lancaster House, même avec Johnson, est en train de se poursuivre. C'est pas l'ambiance là quand même. Là, c'est l'ambiance officiellement, diplomatiquement, sur le plan de la pêche et des ressources halieutiques. Guerre en mer d'Irlande là. Tu as tout à fait raison. Moi, je te parle du plan militaire. Sur le plan militaire, il y a un rapprochement qui ira vraisemblablement à la mutualisation d'un certain nombre d'armements. Je te rappelle qu'on est en train de revenir à l'idée du porte-avions commun, ce qui serait une première depuis 1945 entre deux États. Et tout ça me paraît intéressant. On est en train d'y revenir là, ça m'avait échappé. Ça. Oui, on est en train d'y revenir. Absolument. Et donc c'était un projet il y a avant la construction du Charles de Gaulle. Non, c'était avant l'Irak. Voilà, c'était juste avant l'Irak. La grande crise entre la France et puis ses alliés à l'époque évidemment de l'Irak et de Bush en 2003-2004. Bon. Voilà, c'est ça. Et là, on y revient petit à petit. Et je pense que même les Anglais savent parfaitement, et notamment les militaires, savent parfaitement que de toute façon, ils ne vont pas fusionner avec l'Australie, avec le Canada et leurs anciens dominions, et que les Américains, leur relation spéciale, elle est derrière. Et regardez à quel point M. Biden ne souscrit absolument pas au projet johnsonien de fusionner les économies, enfin d'établir un accord de libre-échange total. Or, M. Johnson a vendu à sa population, dans le cadre du Brexit, cette perspective. Et cette perspective n'existera pas. Par conséquent, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et moi, ce que je constate très, très empiriquement, très objectivement, c'est que sur le plan militaire, il y a la poursuite d'un rapprochement. C'est intéressant, hein. Je souscris. Comment tu souscris ? Et comment t'intègres ça dans la zone euro, le pacte de stabilité, etc. De toute façon, t'offres aux Allemands la protection en fait du nouvel ensemble franco-britannique pour faire passer la pilule. Ils resteront avec les Américains. Mais oui, ils resteront avec les Américains. Mais là, encore une fois, je parle d'un étage ou dans le millefeuille d'un secteur ou d'un niveau, d'une dimension militaire. Il y a une dimension. Mais oui, mais cette dimension militaire. On peut très bien partir aux deux. Si elle est pas, alors là, je parle au professeur. Si cette dimension militaire n'est pas appuyée par une dimension de politique étrangère commune, elle n'a aucun sens, elle ne veut rien dire. Je suis d'accord. Moi, je constate que depuis la fin de la crise irakienne, de 2003, 2004, 2005, les Français et les Britanniques se sont retrouvés à peu près systématiquement sur tous les... Et les Européens, t'en fais quoi ?
Enfin, on a quand même une diplomatie commune à mener avec les 27. Ah ben alors là, je reviendrai sur ton expression dubitative de tout à l'heure. Elle existe aujourd'hui, la diplomatie européenne ? Mais j'aimerais bien qu'elle existe. Donc tu l'envoies bouler et tu construis une union militaire. En tout cas, parallèlement, ne négligeons pas, pardon, je te sais pas, en tout cas, en attendant de progresser là-dessus, ne négligeons pas quelque chose qui peut faire pièce à la fois aux Russes, aux Chinois et même d'ailleurs aux Américains, un noyau, en quelque sorte, stratégique qui serait à prendre en considération, dont on ne rigolerait pas indépendamment d'une diplomatie européenne à construire. Florence ? Non, je voulais juste dire que pour la diplomatie européenne, elle vient de déclarer que c'était la fin de l'incident entre la France et l'Australie à propos des sous-marins. C'était un incident. Oui. Bah oui, c'est un incident. Mais oui, c'est un incident. Enfin, je ne pensais pas qu'on en reparlerait. Mais oui, c'est un incident quand même, non, Laurence ? Enfin, c'est un choix stratégique. Qui dit beaucoup de choses, oui. Non, mais qui dit beaucoup de choses de la solidarité. Enfin, ils n'étaient pas obligés de le dire. Même si après, on peut parler sur le fond du contrat qui n'en était pas vraiment un. Enfin, surtout des menaces chinoises de l'Australie. À partir du moment où tu as l'Amérique qui te tend la main, tu la prends, non, quand même Oui, non, mais au-delà de ça, enfin, c'était pas vraiment un contrat dur. C'était un contrat qui était en plusieurs parties. Les Australiens étaient tout à fait dans leur droit de le rompre à ce moment-là. Ils le pouvaient. Enfin, donc, mais au-delà de ça, ou bien on dit rien, mais on ne dit pas ça. Oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Alors parlons-en de l'Amérique. Biden, là, il paraît que j'ai commencé à voir ça, c'est l'instant Carter de Biden. Oui, c'est pas des bons souvenirs. Hein. C'est ça. Oui, alors pardon pour ceux qui s'en souviennent pas. C'est-à-dire une Amérique totalement incapable de prendre la moindre décision un peu forte. Moi, je pense que Biden est moins naïf que Carter. Carter était authentiquement naïf au sens presque wilsonien du terme. Oui. Hein. Et il croyait... dans sa philosophie personnelle même, en fait. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais y compris dans sa philosophie personnelle. Ce qui n'est pas le cas comme de Biden, qui est un vieux routier de la droite du Parti démocrate, donc qui ne s'inscrit pas tout à fait dans cette famille politique-là, d'une part. D'autre part, il avait quand même réussi quelque chose, Carter. C'était la paix israélo-égyptienne. C'était pas rien, quand même, hein, parce que ça rompait un cycle décennal catastrophique des Américains en pleine guerre froide. Les Américains, pendant 10 ans, ont à peu près perdu partout. Et là, l'Égypte, c'était un peu la divine surprise, mais au bon sens du terme. Bon, ça, il l'a fait. Et puis après, il s'est vautré avec... Mais on le doit à Carter ou on le doit à deux chefs d'État ? Enfin, on va pas refaire l'histoire, hein, mais... Non, Sadat avait déjà décidé de faire la paix avec Israël. Oui, voilà. Bon, oui. Après, Carter, il a payé. Et les Américains continuent de payer, ce qui est pas négligeable. Ouais. Bon, Carter, au moins, il a su parrainer correctement le truc. Mais effectivement, ça a été un président extrêmement faible et en matière d'affaires étrangères assez mauvais. Moi, je constate quand même que Biden, il a au moins repris immédiatement, on va dire, en charge le fait d'assumer l'existence de l'OTAN. Et il fait de l'OTAN, où il recommence à faire de l'OTAN, un instrument géostratégique, alors en l'occurrence à la fois contre la Russie et contre la Chine, mais ce qui n'est pas idiot. On peut être d'accord ou pas, mais c'est pas idiot. Il y a une pensée derrière, il y a quelque chose. D'accord. Trump, il n'y avait pas ça. Mais attends, La Chine est un peu loin de l'Atlantique Nord, quand même, hein, parce que justement, dans OTAN... d'où la redéfinition. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais d'où la nécessaire redéfinition macronienne, ou en tout cas demandée par la France, de l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord que c'est bien loin. Mais comment est-ce qu'il peut redonner toute son importance à l'OTAN et virer la France justement du partenariat pacifique ? Il ne nous vire pas, mais il y avait 56 milliards en jeu. Vous croyez franchement que les Américains... Mais il aurait pu au moins nous filer un strapontin. Ah, qui te dit qu'il ne va pas nous le filer dans sur d'autres secteurs ? Soit demain avec des contrats liés à l'Inde, soit qui achètent à la fois américains et français, soit dans d'autres États de la région qui achètent à la fois français et américains. Je pense à Singapour, par exemple. Il n'a pas dit de ce point de vue-là son dernier mot. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Le strapontin, il est toujours possible. Sachant, entre parenthèses, que depuis 1951, les États-Unis et l'Australie sont signataires d'un accord de défense. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez. L'Australie, fondamentalement, si elle perçoit de manière sérieuse, et c'est le cas maintenant, une menace chinoise, plus seulement économique mais militaire, bien évidemment qu'elle va chercher le partenaire américain qui de toute façon est le plus puissant. Et parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, ou en tout cas une Europe diplomatique assez solidaire de la France dans ce genre d'incident, on est effectivement tout seul. Alors pourquoi les Américains, franchement, inverse ta question, pourquoi les Américains ne l'auraient pas fait ?
Non, mais même on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce que les Australiens ont choisi à un moment la France et pas les États-Unis? Parce qu'on était en pleine période Trump, et c'était la pleine période Trump de je me concentre chez moi et le reste, j'en ai rien à faire. Donc les Australiens, ils se sont trouvés un peu tout seuls. Il y avait même eu une humiliation publique du Premier ministre australien par Donald Trump, si tu t'en souviens. Donc de ce fait, les Australiens se sont tournés vers ceux qui pouvaient à ce moment-là combler le vide, et c'était les Français. Et puis quand les États-Unis sont revenus, et ben, ils se sont de nouveau tournés vers les États-Unis. Donc c'est vraiment c'est un sujet qu'il faut vraiment remettre dans tout son contexte, à la fois géographique, historique et puis politique. Donc c'est loin d'être aussi noir et blanc. Et sur le plan technique militaire, parce que les Chinois, il y a 15 ans, n'en étaient pas au niveau insubmersible, en quelque sorte, où ils sont déjà aujourd'hui. Et là, les Australiens ont décidé de faire une véritable révolution, parce que le nucléaire, même si ce n'est pas une arme, hein, si on est seulement sur une technique de propulsion nucléaire, pour l'Australie, c'est une vraie révolution quand même. Hein. Donc c'est une montée qualitative face au risque chinois qui lui-même a monté en 15 ans. Et regardez à quel point les Néo-Zélandais, qui étaient signataires du même accord, hein, c'est l'ANZUS de 51, eux l'avaient déjà quitté, et les Néo-Zélandais ont dit aux Australiens, qui sont leurs grands alliés, leurs amis et leurs alliés, hein, vous n'entrez pas dans nos ports avec vos sous-marins. Ouais. Vous n'entrerez pas dans nos ports. Mais c'est quand même il y a un sujet de prolifération quand même. Parce que de la part des Israéliens, mais surtout de la part des Américains, c'est la première fois qu'ils donnent la technologie nucléaire militaire. Les Américains, oui. La France a déjà été proliférante quand même. Hein. Il y a d'autres pays qui ont proliféré. Les Américains ne sont pas du tout la puissance la plus proliférante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai quand même, hein. Mais bien sûr que oui. Nous, on a balancé des secrets. Israël, Iran, Irak, allons. Ne soyons pas naïfs. Soyons patriotes, mais pas chauvins. Dans les années 60, alors, c'est ça La dernière fois, c'était dans les années quand même 70, fin 70 avec le Rediff. Et Trump, alors, dans tout ça, je dois dire que... Trump attend son heure. On lit et on voit des scènes d'un parti républicain, mais complètement... qui a totalement oublié le Capitole, visiblement. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, ils essaient justement le Capitole. Mais ils sont tous rangés derrière Trump à nouveau. Alors, ça dépend ce qu'on entend par oublier le Capitole. Voilà, alors vas-y. Donc, les Républicains font tout pour bloquer les travaux de la commission de la Chambre des représentants qui travaille sur les événements du Capitole, pour étouffer l'affaire du Capitole. On a des élections là à mi-mandat qui arrivent, c'est 2022, avec un parti démocrate qui est quand même très affaibli, donc qui déjà dispose d'une majorité qui est très faible, qui est affaibli, qui est en train de faire un marché de chiffonnier là, parce qu'il y a les deux grands paquets d'investissement de Trump, à la fois sur le social et sur les infrastructures, où ça se passe pas très bien. Parce que comme la majorité est courte, il faut que tous les démocrates soient unis, et ils ne le sont pas entre les réalistes et les progressistes. Et donc du coup, côté républicain, c'est de dire mais vous voyez, de toute façon c'est la pagaille. Et puis c'est la base du parti républicain qui est restée profondément trumpiste. Et ça, je pense que c'est un phénomène que l'on sous-estime en Europe et en France. C'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement trumpistes. Ils croient vraiment que l'élection a été volée. Ils croient vraiment qu'il va y avoir une vague migratoire. Ils sont foncièrement contre tous ces projets de loi socialisants, parce que c'est le communisme qui arrive, et que fondamentalement, dans les États au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau où on met en place les personnes qui, au moment des élections, vont compter les voix, tenir les bureaux de vote, sont des trumpistes. Donc, ce qu'on a vu avec la contestation des résultats en 2020 et le mouvement du début d'année, du 6 janvier 21 sur le Capitole, c'est quelque chose qui peut très bien se reproduire en 2024 avec un Trump qui va revenir. Qui va revenir parce qu'il peut être candidat, et qu'en face, les républicains n'osent pas, il n'y a pas de front. Et les seuls qui ont essayé se sont cassés les dents. Se sont fait laminer. Donc il y a un vrai danger, je pense, sur la démocratie américaine, qui est une perte de pouvoir du gouvernement fédéral. Du coup, cet émiettement
qui ne peut que profiter à Trump au moment où Biden est affaibli parce qu'il n'arrive pas à faire passer ses packages. Il est affaibli parce que l'économie de Covid, bon, certes, elle a un peu régressé, mais elle est toujours là aussi aux États-Unis. Parce qu'il a un parti démocrate qui va des Insoumis jusqu'à La République En Marche, quoi. Voilà. Et qu'il n'arrive pas à avoir de majorité dans... Frédéric, c'est parce que effectivement, c'est cette histoire, j'ai l'impression, qui est en train de monter, là, de la façon dont les élections même vont se passer, vu les pressions qu'il y a sur des élections, les organisateurs. Des élections de mi-mandat que les démocrates peuvent perdre. Et les républicains peuvent avoir la majorité au Congrès, c'est-à-dire dans les deux chambres. Oui, c'est ça. Au Sénat, de toute façon, il n'y a qu'une seule voix de majorité pour l'instant pour les démocrates. Et les démocrates sont très désunis, effectivement. La gauche ou l'extrême gauche du Parti démocrate aujourd'hui est une espèce de chiffon rouge qui est présenté, avec raison d'ailleurs, par une partie, on va dire, de la droite traditionnelle américaine qui, du coup, bascule dans ce qu'on peut appeler une forme d'extrême droite populiste qui n'existait que très marginalement il y a encore 40 ans. Pensez à Reagan quand il arrive au pouvoir en 81. Reagan n'est absolument pas du tout, et le Parti républicain à l'époque n'est pas du tout sur cette ligne-là. Pensez encore 10 ans plus tard à Bush père. On n'est pas du tout sur un parti républicain complotiste au dernier degré, antidémocratique au sens évidemment philosophique du terme, trumpiste quoi finalement, absolument pas. L'évangélisme à l'époque est beaucoup plus faible. Là, autour de Trump, le poids des évangélistes est parmi vraiment les plus durs, a été tout à fait important et il a soigné d'ailleurs cette alliance évangélique. Regardez ce qui se passe dans les États du Sud aujourd'hui sur le plan sociétal, sur le plan éducatif, philosophique, c'est une extraordinaire régression. Maintenant, je dis ça, je ne suis pas américain. On pourrait me reprocher de dire, mais enfin, c'est une partie du peuple. Oui, mais cette polarisation, elle est, me semble-t-il, extrêmement grave. Alors, je disais quand même, en novembre, décembre et début janvier, je disais, avant, pendant et juste après les images terribles du 6 janvier, qu'il fallait toujours regarder, notamment aux États-Unis, la bouteille à moitié pleine, vide et pleine. C'est-à-dire que, je disais à l'époque, vous allez voir que le 21 janvier, il y aura bien un président qui sera bien élu, il va bien prêter serment comme il se doit, comme il le faut, que la police, que l'armée, que l'administration, que la diplomatie, que les grandes institutions économiques, tout le monde obéit, tout le monde suit, quoi. Bon. Oui. Donc jusqu'à présent, on peut inverser le postulat en poussant un peu l'optimisme, en disant bon, en dépit de cette polarisation et notamment à l'extrême droite, les structures inventées à l'époque par Washington et ses comparses qui savaient très bien les passions humaines, donc qui ont construit à escient des institutions extrêmement solides, ont tenu. Ce système a tenu. Maintenant, jusqu'à quand ? Parce que le trumpisme, pour moi en tout cas, est extraordinairement dirimant et très dangereux en réalité. Non, puis en plus, l'histoire est faite par les hommes, donc quand il va revenir, l'autre, si jamais il revient, là, Donald Trump, et ça va être éparpillé façon puzzle, comme ils disent dans les tontons flingueurs. C'est-à-dire, le gars va revenir... en anglais. Oui, c'est ça. Non, mais le gars va revenir avec un instinct de revanche, de colère, de tout ce qu'on connaît de lui, mais il peut se passer plein de choses. Non, si, que lui revienne comme ça, je ne doute pas un seul instant. C'est ça, oui. Après, il peut se passer plein de choses. Surtout aux États-Unis. La route est longue jusqu'en 2024. Voilà, il peut se passer plein de choses. Y compris au sein du Parti républicain. Bon, les amis, merci beaucoup pour tout ça. Mais tu vois, comment c'est, on avait prévu toute une liste de sujets et le seul que j'ai mis de côté, en fait, c'est Olaf Scholz, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que je pensais à ce que tu disais sur l'Europe, sur toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que... Mais oui, mais c'est sur le plan stratégique, on n'a pas perdu grand-chose, parce que cette coalition ne révolutionnera pas grand-chose sur le plan stratégique. Non, et comme je disais la dernière fois dans ma conclusion, peut-être que l'homme fort de l'Europe, ce sera Mario Draghi. Ça fait une bonne conclusion. On n'a pas besoin d'un État, justement, humble, stratégiquement, diplomatiquement, qui travaille juste à ce que son économie soit la plus efficace possible et à ce que notre ensemble européen tienne à peu près. Tu es en train de décrire ce qui se passe en Italie aujourd'hui. D'accord. Et tu le souhaites pour l'Allemagne, c'est ça ? Non, je posais la question pour l'Allemagne. Oui, mais ça ne C'est-à-dire des gars qui passent pas leur journée en fait à donner des leçons à la terre entière, un petit peu comme nous on a tendance à le faire, quoi, pour résumer. Mais là, il faut remonter à avant 1789. Dans les gènes politiques et institutionnels et philosophiques de la France républicaine, il y a le fait de s'occuper des affaires des autres. C'est vrai. Notre révolution est universelle. Absolument. Elle ne connaît pas de frontières. Absolument. C'est la première, c'est vrai. Frédéric Ancel et Laurence Daziano donc nous accompagnaient sur Bismart et on se retrouve demain.